Après mon divorce, ma famille a agi comme si j'avais ruiné ma vie. Ma sœur a même dit, au moins, j'ai encore un mari. Je n'ai rien dit. Puis, 6 mois plus tard, elle m'a appelé en pleurant pour me demander comment j'avais pu me payer la maison sur la plage. Je m'appelle Sarah. J'ai 33 ans. Étage 6 mois après mon divorce, j'ai acheté la maison sur la plage pour laquelle ma sœur économisait depuis qu'elle avait 22 ans. Elle l'a découvert un mardi. Elle m'a appelé en pleurant. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Mais avant de vous parler de cet appel téléphonique, je dois vous ramener à un dîner du dimanche en février, car c'est là que cette histoire commence vraiment. C'est la nuit où j'ai compris quelque chose qu'il m'a fallu 3 ans de mariage pour apprendre et un dîner humiliant pour confirmer. Certaines personnes ne célèbrent pas votre succès. Elles ne le tolèrent que lorsqu'il les met en valeur par association. Au moment où cela cesse de le faire, elles ont besoin que vous échouiez. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents ce dimanche-là, portant toujours les vêtements que j'avais mis ce matin-là avec l'intention précise de paraître bien. Un pantalon noir, un pull gris que je possédais depuis 4 ans, des bottes plates, la tenue de quelqu'un qui a décidé que paraître bien est la performance disponible la plus honnête quand vous n'allez pas bien. Le divorce avait été prononcé définitivement 11 semaines plus tôt. Ma mère a ouvert la porte avec l'expression qu'elle arborait envers moi depuis octobre. Une sorte de chaleur prudente qui était en réalité une sorte de distance prudente, la chaleur de quelqu'un qui vous aime mais trouve votre situation actuelle embarrassante et n'a pas encore trouvé le langage pour séparer ces deux choses. Entre, ma chérie. Tout le monde est déjà là. Tout le monde. J'ai noté le mot, l'utilisation spécifique de tout le monde pour établir que j'étais la dernière à arriver, celle dont le moment d'arrivée nécessitait d'être souligné. La salle à manger sentait le rôti de bœuf, l'eau de Cologne de mon père et la tension ambiante spécifique d'une réunion de famille qui dure depuis 1 heure avant que le membre difficile n'arrive. Ma sœur Claire était déjà assise. Elle a levé les yeux quand je suis entré avec l'expression qu'elle perfectionnait depuis que nous étions enfants, l'expression de quelqu'un qui est très heureux de vous voir et aussi très conscient de combien les choses vont mieux pour elle que pour vous. Et qui gère ces deux sentiments simultanément. Son mari Ethan était à côté d'elle, faisant défiler l'écran de son téléphone avec l'énergie à moitié présente d'un homme qui a appris que les dîners de famille exigent une présence physique mais pas un engagement total. Mon père s'est levé et m'a serré dans ses bras de la façon dont les pères serrent leurs filles quand ils ne sont pas sûrs de la bonne quantité de pression pour les circonstances actuelles. Contente de vous voir, monsieur. Toi aussi, papa. Je me suis assise en face de Claire. Si vous aimez les histoires sur le genre de silence qui se transforme en quelque chose que la pièce n'a pas vu venir, vous êtes au bon endroit. C'est Revenge Cold Stories. Abonnez-vous avant d'aller plus loin et dites-moi votre prénom et votre ville dans les commentaires. Je veux savoir qui est assis avec moi ce soir. Maintenant, laissez-moi vous ramener plus loin en arrière. J'ai épousé Marcus Webb à 27 ans. Il en avait 32, il travaillait dans l'immobilier commercial, le genre d'homme qui remplit une pièce avec la confiance facile de quelqu'un qui a toujours été exactement le bon genre de personne impressionnante. Ma mère l'a aimé dans les 40 minutes suivant leur rencontre, ce qui aurait dû être une information, mais que j'ai interprété à l'époque comme une validation. Les 2 premières années ont été bonnes de la manière dont les choses sont bonnes quand 2 personnes jouent encore leur meilleure version d'elles-mêmes l'une pour l'autre. Nous sommes allés aux bons endroits. Nous avons assisté aux bons événements. Nous avons construit la bonne version d'une vie qui ressemblait de l'extérieur à la vie que les gens veulent dire quand ils disent que vous réussissez bien. Mon père m'a dit une fois cette année-là que Marcus était le genre d'homme qui prendrait soin de moi. J'étais analyste financière dans une société de conseil en soins de santé, gagnant plus que Marcus à l'époque. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit merci et j'ai passé le pain. Cela aurait dû être une information, aussi. La 3e année a été celle où la performance a commencé à coûter plus qu'elle ne produisait. Marcus avait des opinions sur la façon dont je m'habillais pour les événements de son entreprise. Des opinions spécifiques formulées non pas comme des critiques, mais comme des suggestions, ce qui était sa façon de formuler la plupart des choses qu'il avait déjà décidées. Il disait quelque chose comme « Cette tenue est peut-être un peu décontractée pour les Henderson ». Et ce qu'il voulait dire, c'était de porter l'autre. Il disait « Laisse-moi peut-être gérer la conversation avec Keller ce soir ». Et ce qu'il voulait dire, c'était de ne pas exprimer cette opinion devant des personnes dont l'approbation comptait pour lui. Je ne l'ai pas vu clairement au début. C'est la chose sur laquelle je veux être précise, car il serait facile de faire de ceci l'histoire d'un homme terrible. Et ce n'est pas ce que c'était.
Marcus n'était pas terrible. C'était un homme qui avait une idée très claire de ce à quoi ressemblait une vie réussie et une idée tout aussi claire du rôle qu'une épouse jouait dans le maintien de cette image. Il n'essayait pas de me rabaisser. Il ne remarquait sincèrement pas qu'il le faisait parce que, dans son cadre de référence, j'étais un composant d'une présentation réussie plutôt qu'une personne avec une vie intérieure séparée que la présentation obscurcissait. À la 4e année, j'avais cessé de ramener les conversations de travail à la maison parce que la façon dont il y répondait me donnait l'impression de faire un rapport à quelqu'un plutôt que de parler à un partenaire. À la 5e année, j'avais une garde-robe qui avait été discrètement organisée par les préférences de quelqu'un d'autre et un calendrier social organisé entièrement autour de ses relations professionnelles, ainsi qu'une habitude de vérifier son expression avant de terminer une phrase en public. Ma sœur Claire appelait cela un beau mariage. Elle l'a dit à la table de ma cuisine un après-midi, en regardant les plans de travail en granit, le réfrigérateur Sub-Zero et la vue sur la cour depuis la fenêtre. Vous deux, vous êtes si solides. Elle l'a dit de la façon dont les gens disent des choses qu'ils veulent être vraies au sujet de la vie de quelqu'un d'autre parce que cela confirme quelque chose sur les choix qu'ils ont faits pour la leur. Ethan et moi sommes solides aussi, mais c'est agréable de le voir chez d'autres couples. J'ai dit merci et j'ai rempli sa tasse de café. Je n'ai pas dit que la nuit précédente, Marcus m'avait dit d'une voix qui n'était ni élevée ni méchante, que j'avais rendu la conversation avec les Harper gênante en mentionnant mon propre projet, et que nous devions parler de la façon dont je m'engageais lors de ces dîners. Claire a vu le granit et a décidé qu'elle comprenait le mariage. Elle ne comprenait pas le mariage. Le divorce a été ma décision. Je veux être clair à ce sujet parce que la version de la famille, qui s'est développée rapidement et a été maintenue de manière cohérente, était que le divorce m'était tombé dessus. Que j'avais échoué à maintenir quelque chose que j'aurais dû maintenir. Que Marcus avait été un bon mari et que j'avais été en quelque sorte insuffisante ou déraisonnable ou trop difficile ou pas tout à fait assez de quelle que soit la qualité spécifique que possédaient les bonnes épouses. Et je ne l'avais pas été. La vraie raison était plus silencieuse que tout ce qu'ils auraient pu transformer en histoire. Je suis rentré à la maison un soir de septembre et je me suis assise dans l'allée pendant 20 minutes avant de pouvoir me résoudre à entrer. Et j'ai pensé, avec la clarté spécifique de quelqu'un qui évite une pensée depuis très longtemps et qui ne trouve plus de direction pour l'éviter, que j'étais épuisé d'une manière que le sommeil ne réparait pas. Que l'épuisement était structurel. Qu'il résidait dans l'énergie spécifique requise pour être la bonne version de moi-même dans chaque pièce de ma propre maison. J'ai appelé un avocat le lendemain matin. Le processus financier a été désagréable de la manière procédurale dont les processus financiers sont désagréables lorsque deux personnes ont construit une vie ensemble et séparent maintenant ses composants. Compte dégelé, actifs divisés, la maison vendue en mars, chacun de nous prenant sa part, chacun de nous déménageant avec l'efficacité particulière des personnes qui essaient d'être civilisées et qui réussissent techniquement, sinon émotionnellement. J'ai emménagé dans un petit appartement à Richmond avec 1100 pieds carrés et une vue sur un parking à étages, et plus de calme que je n'en avais eu en 6 ans. La première réaction de ma mère au divorce a été de demander ce que la famille de Marcus allait penser. Non pas comment tu vas, ni ce qui s'est passé, mais que va penser sa famille. J'ai dit que je ne savais pas et que j'ai découvert que je ne pouvais pas localiser la partie de moi-même qui s'en souciait autant qu'elle. Elle m'a regardé avec l'expression qui signifiait que j'étais difficile. La même expression qu'elle utilisait depuis que j'avais 14 ans et que j'avais des opinions qui dérangeaient. Le dîner du dimanche en février a eu lieu 11 semaines après la finalisation du divorce. J'avais assisté à 2 réunions de famille depuis lors, et les 2 avaient eu la même qualité ambiante. Une chaleur prudente qui était vraiment une distance prudente, des questions qui avaient la forme de l'inquiétude, mais qui avaient vraiment la forme de l'évaluation. Fait-elle face? Est-elle stable? Est-ce qu'elle nous embarrasse ou est-ce qu'elle gère la situation? Je gérais la situation. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que gérer la situation n'était pas la même chose que lutter. Que le silence dans mon appartement n'était pas le silence de la perte. C'était le premier silence que j'avais eu depuis des années, et j'apprenais à vivre à l'intérieur avec quelque chose qui ressemblait prudemment à du soulagement. Le dîner était composé de rôtis de bœuf, de petits pains et d'une bouteille de vin rouge que mon père avait ouverte trop tôt. Claire était assise en face de moi avec Ethan à côté d'elle. Ma mère se déplaçait entre la cuisine et la table. Mon père maintenait la conversation ensemble comme il maintenait toujours les choses ensemble, c'est-à-dire en posant des questions qui donnaient à chacun quelque chose à répondre, de sorte que personne n'ait à dire quoi que ce soit de réel. Puis Claire a posé son verre. Elle avait attendu.
je le comprends maintenant de la manière dont vous comprenez les choses rétrospectivement que vous auriez dû voir venir, mais que vous n'avez pas vu parce que vous étiez concentré sur la survie dans la pièce plutôt que sur sa lecture. Elle m'a regardé avec l'expression spécifique de quelqu'un qui a préparé une réplique et la délivre dans le registre de l'observation désinvolte. Au moins, j'ai encore un mari. Elle l'a dit avec un petit rire qui était censé faire passer cela pour rien, comme une phrase jetée en l'air, comme quelque chose qui lui était simplement venu à l'esprit sur le moment plutôt que quelque chose qu'elle avait décidé avant de franchir la porte. Ma mère a trouvé quelque chose de très important dans son petit pain. Mon père a regardé la table. Le téléphone d'Ethan a soudainement exigé toute son attention. J'ai pris mon verre de vin. J'ai pris une gorgée. Je l'ai reposé. J'ai regardé ma sœur avec l'expression que je pratiquais depuis octobre, qui n'était aucune expression du tout. Le visage neutre de quelqu'un qui a décidé que réagir est une forme de défaite et a supprimé cette option des réponses disponibles. Puis j'ai plié ma serviette. J'ai souhaité une bonne nuit à mes parents. J'ai pris mon manteau. Je suis rentré chez moi dans le silence qui m'appartenait. C'était la dernière fois qu'ils m'ont vu comme la femme qu'ils s'attendaient à ce que je sois encore. La fois suivante où ils m'ont vu, 6 mois plus tard, quelque chose avait changé. Pas de manière spectaculaire, pas à la manière d'une scène à laquelle ils auraient pu se préparer, juste tranquillement et complètement, et dans une direction qu'aucun d'eux n'avait prévue. Parce que pendant qu'ils m'observaient pour voir si j'allais m'effondrer, j'avais fait tout autre chose. Et ma sœur était sur le point de m'appeler un mardi en pleurant, pour me poser une question qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce à quoi elle s'était attendue. La question était simple. Comment peux-tu te payer cet endroit? L'appartement à Richmond coûtait 840 € par mois. Je connais le chiffre exact parce que j'avais créé un tableur la semaine de mon emménagement qui suivait chaque euro entrant et chaque euro sortant avec la précision spécifique de quelqu'un qui a passé 6 ans dans un arrangement financier qu'elle ne contrôlait pas entièrement et qui a décidé que la clarté est la première forme de liberté à sa disposition. Le tableur n'était pas compliqué. Il était honnête, ce qui en faisait le document financier le plus utile que j'avais produit depuis des années. Mon salaire de la société de conseil était de 64 000 € par an avant les primes. L'accord de divorce m'avait donné ma part de la valeur de la maison, qui, après 6 ans d'appréciation et un marché favorable, a atteint un chiffre qui ne changeait pas la vie, mais qui était suffisamment substantiel pour compter s'il était géré correctement. Marcus avait gardé les comptes d'investissement que nous avions construits ensemble. J'avais gardé mon compte de retraite individuel, que j'alimentais depuis mes 24 ans et que personne n'avait pensé à intégrer dans la négociation aussi agressivement qu'ils auraient dû. C'était une erreur de leur part. Je ne l'ai pas fait remarquer. J'ai juste gardé le compte, fermé le dossier et conduit jusqu'à Richmond avec 2 voitures pleines de choses que j'avais choisies délibérément plutôt qu'accumuler accidentellement. Et j'ai commencé le tableur. La première chose que j'ai faite avec l'argent du règlement a été rien. Je me suis assise avec pendant 30 jours sur un compte d'épargne à haut rendement, je n'y ai pas touché, je n'ai pris aucune décision à son sujet et je n'ai dit à personne qu'il existait. Ce n'était pas exactement un silence stratégique. C'était la prudence spécifique de quelqu'un qui a appris que les décisions prises dans les 30 premiers jours après un changement de vie important sont généralement les décisions que vous passez les années suivantes à corriger. J'avais fait assez de corrections. J'allais prendre mon temps. L'appartement avait une caractéristique que l'annonce n'avait pas soulignée parce que ce n'est pas le genre de caractéristique qui rend bien en photo. Le silence. Pas le silence fin d'une maison où 2 personnes font attention l'une à l'autre. Le silence réel d'un espace qui appartient entièrement à une personne et n'exige rien de cette personne si ce n'est sa présence. Je m'y suis assise les 3 premiers soirs après mon emménagement. Et je n'ai pas allumé la télévision. Et je n'ai appelé personne. Et j'ai mangé des choses simples à la table de ma cuisine, j'ai lu, j'ai réfléchi et j'ai laissé le silence être ce qu'il était. Le 4e soir, j'ai pleuré pendant environ 40 minutes, pas de chagrin à propos du mariage. Je veux être précise à ce sujet parce que c'est important. J'ai pleuré parce que je n'avais pas compris avant d'être assise dans un vrai silence à quel point je vivais à l'intérieur du bruit. Pas le bruit extérieur. Le bruit intérieur d'un étalonnage constant, d'ajuster mes opinions avant de les exprimer, de lire une pièce avant d'y entrer, de surveiller mon propre comportement pour tout ce qui pourrait nécessiter une explication, une correction ou une gestion. Ce bruit avait disparu. Les 40 minutes de larmes ne concernaient pas la perte de quelque chose. Elles concernaient la compréhension pour la première fois de ce que j'avais porté.
J'ai appelé mon mentor Margaret un jeudi fin novembre. Margaret Chen avait 57 ans, une ancienne directrice financière qui était passée au conseil indépendant 8 ans plus tôt. Qui m'avait embauché comme analyste junior quand j'avais 24 ans et qui avait observé ma carrière avec l'intérêt spécifique de quelqu'un qui reconnaît la capacité et trouve professionnellement satisfaisant de voir ce qu'elle donne quand on lui laisse de la place. Elle m'avait envoyé une carte quand elle avait appris pour le divorce, pas une carte de condoléances, une carte simple avec son écriture à l'intérieur. Elle disait « Appelle-moi quand tu seras prête à parler de la suite ». J'avais attendu 3 semaines avant d'appeler parce que j'avais besoin d'avoir fini de pleurer la performance du mariage avant de pouvoir parler clairement de la réalité de ce qui l'a suivi. Quand j'ai appelé, elle a répondu à la deuxième sonnerie. Elle a dit « Comment vas-tu » En fait, j'ai dit « Mieux que ce que j'étais censé être ». Elle a dit « Bien ». Cela signifie que tu es honnête avec toi-même. C'est la condition préalable pour tout le reste. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle a posé des questions sur ma situation financière avec la franchise de quelqu'un qui a passé 30 ans dans la finance et qui comprend que le bien-être émotionnel et la clarté financière ne sont pas des catégories séparées. Je lui ai parlé du tableur. Je lui ai parlé du règlement. Je lui ai parlé du compte de retraite. Elle a dit, tu es dans une meilleure position que tu ne le penses. J'ai dit, je commence à le comprendre. Elle a dit, j'ai un projet qui nécessite quelqu'un avec ton parcours. C'est une mission de conseil de 3 mois avec un organisme de santé en transition. Le tarif est important. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. Le veux-tu? J'ai dit oui avant qu'elle ne termine la phrase. C'était la première pièce. La mission de conseil s'est déroulée de janvier à mars. Le tarif que Margaret avait décrit comme important était de 140 € de l'heure pour 40 heures par semaine, ce qui a produit un chiffre que, lorsqu'il est apparu sur mon compte bancaire à la fin du premier mois, j'ai regardé pendant 1 minute entière avant de passer à autre chose. J'ai fait le travail de la façon dont j'avais toujours fait le travail, c'est-à-dire de manière approfondie et précise, et sans la distraction ambiante d'une vie personnelle qui exigeait une gestion constante. L'appartement calme, l'engagement concentré et l'absence de l'épuisement énergétique spécifique consistant à jouer un rôle pour le confort de quelqu'un d'autre ont produit une qualité de rendement professionnel dont je n'avais pas été capable au cours des 2 dernières années de mon mariage. Margaret l'a remarqué. Elle m'a recommandé à 2 clients supplémentaires avant la fin de la première mission. En avril, j'avais 3 contrats de conseil simultanés, je travaillais plus d'heures que je n'en avais travaillé depuis la fin de ma vingtaine et je n'étais pas fatigué de la manière structurelle dont j'avais été fatigué à l'intérieur du mariage. J'étais fatigué de la manière productive de quelqu'un dont l'énergie va quelque part qui rapporte quelque chose. J'ai augmenté la complexité du tableur. J'ai ajouté une colonne pour les revenus projetés sur 6 mois. J'ai ajouté une colonne pour les opportunités d'investissement sur lesquelles je faisais des recherches. J'ai ajouté une colonne intitulée Maison sur la plage avec un chiffre à l'intérieur qui représentait la compte dont j'aurais besoin et un calendrier projeté indiquant quand ce chiffre serait disponible. La maison sur la plage n'était pas exactement un rêve. C'était une cible. J'étais allé aux Outer Banks 2 fois dans ma vie, et les 2 fois je m'étais tenu sur la terrasse d'une maison louée, j'avais ressenti la qualité spécifique de cette lumière sur cette eau. Et j'avais pensé que c'était le genre de paix que les gens voulaient dire quand ils disaient qu'ils voulaient vivre différemment. Marcus n'avait jamais voulu aller aux Outer Banks. Il préférait les destinations qui rendaient bien en photo et communiquaient quelque chose sur la qualité des gens qui les visitaient. J'avais laissé cela être la réponse pendant 6 ans. Pendant ce temps, la version de la famille de ma vie a continué sans mise à jour significative. Ma mère appelait le dimanche. Les appels avaient une structure constante. Elle demandait comment j'allais sur le ton qui signifiait qu'elle demandait si j'étais toujours embarrassante. Je disais que j'allais bien. Elle donnait des nouvelles de Claire et Ethan, qu'elle livrait avec la chaleur ambiante de quelqu'un faisant un rapport sur l'histoire de réussite représentative de la famille. Claire et Ethan avaient réservé un voyage au Portugal. Claire et Ethan rénovaient la cuisine. Ethan avait été promu, ce qui était merveilleux pour Claire. Je disais que c'était charmant et je le pensais sans l'amertume qu'elle vérifiait probablement. Mon père appelait occasionnellement pour poser des questions directes afin de savoir si j'avais besoin de quelque chose. Ces appels étaient plus courts et plus chaleureux, et je les appréciais sans trop les interpréter. Claire envoyait des messages textes toutes les quelques semaines. Les messages avaient une qualité que j'avais appris à lire avec précision.
C'étaient les messages de quelqu'un qui surveille une situation dont ils attendaient qu'elle produise de la détresse et qui trouve l'absence de détresse visible déroutante. Elle envoyait quelque chose de désinvolte. Comment t'installes-tu? Des projets cet été? Les questions de quelqu'un qui joue l'intérêt amical et fait aussi de la reconnaissance. Je répondais chaleureusement et sans détail. Les détails étaient à moi. En mai, j'ai fait le premier investissement, un conseiller financier nommé Thomas, qui avait été recommandé par le réseau de Margaret et qui avait la qualité spécifique de quelqu'un qui écoute la phrase complète avant de commencer à formuler une réponse. Il a examiné ma position au cours de 2 réunions et a ensuite recommandé une société de placement immobilier avec des antécédents et une structure de frais que j'ai trouvée acceptable. Après mes propres recherches, j'y ai placé 30% de l'argent du règlement. J'ai gardé 40% dans le compte à haut rendement comme liquidité. J'ai alloué les 30% restants à une cible que je recherchais depuis février. Il y avait une propriété sur les Outer Banks, une petite maison sur la plage dans une ville appelée Rodante qui était sur le marché depuis 11 semaines. 3 chambres, un accès direct à l'océan, une terrasse orientée à l'est. Le prix demandé reflétait la durée pendant laquelle elle avait été listée, et un vendeur qui avait déjà acheté ailleurs et qui avait besoin de conclure. J'ai appelé Thomas. Il a dit que les chiffres le soutenaient. J'ai appelé l'agent immobilier cet après-midi-là. J'ai fait une offre inférieure au prix demandé avec une clôture sous 30 jours. Le vendeur a fait une contre-proposition. J'ai augmenté mon offre une fois, ils ont accepté. La clôture a eu lieu un jeudi en juin. J'y suis allé seul en voiture le vendredi suivant. 4 heures avec les fenêtres baissées et une liste de lecture que j'avais construite pendant l'hiver, composée de chansons qui n'avaient rien à voir avec les goûts de qui que ce soit d'autre. Je me suis garé dans l'allée de gravier à 15 heures et je suis resté assise dans la voiture pendant un moment, de la façon dont j'avais appris à m'asseoir avec les moments importants avant de les traverser. La maison était petite et légèrement patinée par le temps, elle sentait le sel et le vieux bois, et la chaleur spécifique d'un espace qui absorbe la lumière du soleil à travers ses murs depuis des années. La terrasse était orientée à l'est. L'océan était à 20 pieds de la marche du bas. J'ai fait du café dans la cuisine en utilisant le matériel que j'avais emballé dans une boîte dans le coffre. Et je l'ai sorti sur la terrasse, et je me suis tenu là dans la lumière de la fin d'après-midi, avec l'eau qui bougeait au loin, et le silence spécifique d'un endroit où personne ne savait où j'étais, ni ce que je faisais, ni ce qu'il pouvait attendre de moi. Mon téléphone avait 3 notifications. Une confirmation de Thomas concernant la distribution de la société de placement. Une nouvelle demande de conseil transmise par Margaret. Un message texte de ma mère demandant si je venais au barbecue familial en juillet. J'ai mis le téléphone dans ma poche. J'ai tenu le café à 2 mains. J'ai regardé l'eau. Claire l'a découvert un mardi. Pas par moi. Par une amie commune nommée Andrea, qui avait vu une photo que j'avais publiée sur mon compte privé, une photo matinale de la terrasse avec l'océan en arrière-plan et une tasse de café au premier plan, simplement légendée Rodante. Andrea l'avait mentionné à quelqu'un qui l'avait mentionné à Claire. Je le sais en raison de la séquence spécifique des messages de Claire avant qu'elle n'appelle. D'abord, un message texte désinvolte. Et, tu es à la plage cette semaine? Puis 20 minutes plus tard, plus direct. Attends, c'est ta maison. Puis 4 minutes après cela, un appel que j'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis un deuxième appel. J'ai répondu au second. Sa voix avait la qualité à laquelle je m'étais attendu sans savoir que je l'attendais. Pas de la colère. Quelque chose de plus compliqué que la colère. Le son de quelqu'un dont la carte interne d'une situation vient de recevoir une géographie qui ne correspond pas à l'endroit où il avait tout placé. Elle a dit, « Comment peux-tu te payer ça ?» Pas, « Félicitations. » Pas, « C'est magnifique. » Pas, « Je suis heureuse pour toi. » Comment peux-tu te payer ça? La question m'a dit tout ce qu'elle devait me dire sur ce à quoi elle croyait que les 6 derniers mois avaient ressemblé pour moi. Elle avait cru que je gérais, que je survivais, que je tenais le coup avec la dignité spécifique de quelqu'un qui a perdu la chose qui comptait et qui est trop fier pour admettre à quel point la perte l'a laissé diminuer. Elle n'avait pas cru que je construisais quoi que ce soit. Elle attendait de se sentir désolée pour moi, et la géographie qu'on lui avait donnée ne soutenait pas ce sentiment, et elle ne savait pas quoi faire avec le paysage qui le remplaçait. J'ai dit, j'ai pris de bonnes décisions cette année. Le silence, puis doucement, avec quelque chose en dessous qui n'était pas tout à fait ce à quoi cela ressemblait en surface.
Elle a dit, je ne savais pas que tu réussissais si bien. J'ai dit, je sais. Je n'ai rien dit d'autre, car la chose que j'avais apprise dans 1100 pieds carrés de silence à Richmond, dans 3 mois de travail qui rapportait plus qu'il ne coûtait, lors d'une clôture un jeudi après-midi et d'un trajet en voiture le vendredi avec les fenêtres baissées, était celle-ci. Les personnes qui s'attendaient à ce que vous échouiez ne demandent jamais comment vous vous êtes payé la maison sur la plage. Elles demandent pourquoi vous n'avez pas échoué de la manière dont elles avaient besoin que vous le fassiez. Et cette question n'a pas de réponse que vous êtes tenu de fournir. Claire a pleuré pendant 11 minutes. Je le sais parce que je me tenais sur la terrasse avec le téléphone contre l'oreille, et l'océan faisait ce que l'océan fait en début de soirée, bougeant de manière constante, indifférente et sans aucun intérêt pour la conversation qui se déroulait au-dessus de lui. Elle a pleuré de la manière dont les gens pleurent quand ils sont confus au sujet de ce pourquoi ils pleurent réellement. Pas un chagrin propre. Le genre compliqué qui arrive lorsque l'histoire que vous vous racontez sur la vie de quelqu'un d'autre s'avère être fausse. Et que cette erreur reflète quelque chose sur votre propre histoire que vous n'êtes pas prête à examiner. Je l'ai laissé faire, non pas parce que je jouais la patience. Parce que j'avais appris au cours des 6 derniers mois que le silence n'était pas l'absence d'une réponse. C'était une réponse, et dans ce cas, c'était la plus honnête disponible. Elle a dit des choses de la façon dont les gens disent des choses quand ils pleurent et qu'ils ne contrôlent pas totalement la séquence, qu'elle n'avait pas su, qu'elle avait supposé, qu'elle avait pensé qu'après le divorce je luttais et qu'elle avait eu pitié de moi. Et que maintenant elle ne savait pas comment se réorienter et que cela lui semblait étrange, et qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait. J'ai dit, je sais. Elle a dit que cela ne semblait pas juste. J'ai dit que je comprenais pourquoi elle ressentait cela. Elle a dit qu'Ethan avait été distant dernièrement. Elle l'a dit rapidement, de la façon dont on dit la vraie chose quand on a tourné autour pendant 11 minutes et que les pleurs ont usé les filtres habituels. Elle a dit qu'elle ne savait pas exactement ce que distant signifiait, mais qu'elle savait ce que cela faisait ressentir, et que cela ressemblait à quelque chose qu'elle gérait seule depuis un moment. J'ai dit que j'étais désolé d'entendre cela. Elle a dit, penses-tu parfois aux choses que tu as dites à ce dîner? J'ai dit, quel dîner? Elle a dit, celui de février, le dîner avec le rôti de bœuf. J'ai dit, je pense que tu veux dire les choses que tu as dites. Une pause, puis doucement, oui, je suppose que oui. Elle ne s'est pas excusée exactement. Elle est arrivée au bord d'une excuse et s'est tenue là, ce qui était le plus proche d'une excuse que Claire ait jamais fait au cours des 33 années où je la connaissais. Et je ne l'ai pas poussée à franchir le pas, car la pousser à le faire aurait tout ramené à moi et à ce dont j'avais besoin d'elle, plutôt qu'à ce qu'elle était en train de résoudre par elle-même. J'ai dit que j'appréciais qu'elle m'ait appelé. Elle a dit que la maison sur la plage avait l'air magnifique. J'ai dit que c'était le cas. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai posé le téléphone sur la rampe de la terrasse, j'ai regardé l'eau et j'ai repensé à une conversation à laquelle je m'attendais à ressentir davantage de choses que ce que j'ai ressenti. J'avais passé 6 mois à construire quelque chose de réel, et le moment de sa découverte était arrivé, et c'était un appel téléphonique d'une sœur en larmes un mardi, et puis l'océan le soir, et puis le silence. C'était tout ce que c'était. C'était suffisant. La réorientation de la famille s'est faite progressivement tout au long de l'été. Ces choses ne se produisent pas en un seul instant de la manière dont les histoires veulent parfois qu'elles se produisent. Elles se produisent dans l'accumulation de petits changements qui constituent ensemble un changement dans l'architecture de la façon dont les gens se rapportent les uns aux autres. Ma mère a appelé le dimanche suivant le jour où Claire lui a parlé de Rodante. L'appel était différent des appels du dimanche qui l'avait précédé, d'une manière que j'ai remarquée immédiatement et sur laquelle je n'ai pas fait de remarque. La qualité de son attention était différente. Elle a posé des questions sur la maison avec une véritable curiosité qui n'était pas filtrée par la pitié ou l'évaluation. Elle a demandé combien de chambres il y avait, si la terrasse faisait face à l'eau et si j'avais trouvé une bonne épicerie à proximité. J'ai répondu aux questions. Elle a dit que cela semblait charmant. J'ai dit que ça l'était. Puis elle a dit, je crains de ne pas avoir bien géré l'année dernière avec toi. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine l'allée de gravier et l'herbe marine qui bougeait dans le vent au-delà. J'ai dit, je sais que c'était difficile à regarder. Elle a dit, j'étais plus préoccupé par ce que les gens allaient penser que par le fait de savoir si tu allais bien. Ce n'était pas juste. J'ai dit, non, ça ne l'était pas. Elle a dit, est-ce que tu vas bien? J'ai dit, je vais mieux que bien. Je suis exactement là où j'ai choisi d'être. Une pause qui avait une qualité différente de celle des pauses qui l'avaient précédée toute l'année.
Pas la pose de quelqu'un qui gère la distance, la pose de quelqu'un qui reçoit une information et la laisse se déposer. Elle a dit, je peux le voir maintenant. J'ai dit, je sais que tu le peux. Nous avons parlé pendant 40 minutes de la maison, de son jardin, d'un livre qu'elle avait lu et de rien qui n'exigeait de l'une ou de l'autre de jouer une version de nous-mêmes pour le bénéfice de l'autre. Ce fut la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Et elle était ordinaire de la manière dont les conversations honnêtes sont ordinaires, et extraordinaire de la manière dont elles le sont aussi. Mon père est descendu en voiture en août. Il a appelé 2 jours avant pour demander s'il pouvait venir voir l'endroit. Et j'ai dit oui, et il est arrivé un samedi matin dans son camion avec un pack de 6 bières et une boîte à outils parce que c'est ainsi que mon père exprime son amour, par l'offre d'un travail utile. Il a traversé la maison sans dire grand-chose. Il a vérifié les charnières des portes, les joints des fenêtres et l'accès au vide sanitaire avec l'attention méthodique d'un homme qui a passé 30 ans dans la gestion de la construction et qui ne peut pas entrer dans un bâtiment sans évaluer son état. Puis il est sorti sur la terrasse et s'est tenu à côté de moi en regardant l'eau. Il a dit, « Tu as fait ça toute seule. » J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Je ne t'ai pas accordé assez de crédit. » J'ai dit, « Tu m'as donné ce que tu savais comment donner. » Il a dit, « C'est une façon généreuse de le dire. » J'ai dit, « C'est aussi la vérité. » Il a ouvert 2 bières, m'en a tendu une et nous sommes restés là un moment à regarder l'eau et à ne rien dire, et c'était sa propre forme de conversation entre des personnes qui se comprennent assez bien pour savoir que le silence n'est pas une absence. Plus tard, il a réparé une planche desserrée dans les escaliers de la terrasse sans qu'on le lui demande, et j'ai préparé le déjeuner, et nous l'avons mangé à la table sur la terrasse, et il m'a parlé d'un projet sur lequel il était consultant à la retraite. Et je lui ai parlé du travail dans le domaine de la santé, et nous avons parlé de choses réelles à la manière de 2 personnes qui se sont enfin donné la permission d'être réelles. Il est reparti le soir même. Avant de partir, il m'a prise dans ses bras dans l'allée plus longtemps qu'il ne le faisait d'habitude, et il a dit, « Tu nous as manqué à ta mère et à moi cette année. Pas la version de toi que nous attendions, toi. » J'ai dit, « Je savais. » Il est monté dans le camion. Je l'ai regardé partir. L'histoire de ma sœur s'est développée tout au long de l'automne de la manière dont les choses se développent lorsqu'elles se développent sous la surface depuis plus longtemps que quiconque ne l'a reconnue. Ethan avait été distant parce qu'Ethan avait été ailleurs. Les détails me sont parvenus par l'intermédiaire de Claire au cours de 2 appels téléphoniques en septembre et octobre, livrés avec la crudité spécifique de quelqu'un qui traite quelque chose d'énorme et qui n'a pas beaucoup de personnes en qui elle a suffisamment confiance pour le traiter avec. Elle. Ils se séparaient, pas de façon dramatique, de la manière calme et procédurale dont les mariages se terminent lorsque les 2 personnes ont été assez honnêtes avec elles-mêmes pour comprendre que continuer exige plus de performance qu'il ne leur en reste à toutes les 2. J'ai écouté. Je n'ai pas dit je comprends d'une manière qui aurait impliqué une comparaison. Nos situations étaient différentes. La fin de son mariage n'était pas la même que la fin du mien et le fait que j'ai navigué dans le mien avec un résultat particulier ne faisait pas de moi une autorité sur le sien. J'ai dit, « De quoi as-tu besoin en ce moment ?» Elle a dit qu'elle ne savait pas. J'ai dit, « C'est d'accord. Tu n'as pas besoin de le savoir encore. » Elle est restée silencieuse un instant et puis elle a dit, « Je ne sais pas comment tu as fait cela les premiers mois. Je ne sais pas comment tu as tenu le coup. » J'ai dit, « Je n'ai pas tenu le coup. J'ai laissé les choses être ce qu'elles étaient et j'ai construit quelque chose à côté de cette réalité. » Elle a dit, « Je t'ai dit quelque chose de terrible en février. » J'ai dit, « Oui. » Elle a dit, « Je suis désolé. » 2 mots livrés sans l'architecture de la justification autour d'eux. Juste les mots dans leur forme simple. J'ai dit, « Je sais que tu le es. » Elle a dit, « Est-ce que tu me pardonnes ?» J'ai réfléchi à cette question honnêtement plutôt que par réflexe. Le pardon n'est pas une performance, et j'avais appris à faire la distinction entre les 2. J'ai dit, « Je te pardonne de l'avoir dit. Je cherche encore quoi faire de ce que cela m'a montré sur ce que tu pensais avant de le dire. » Elle a dit, « C'est juste. » J'ai dit, « C'est aussi quelque chose sur lequel nous pouvons travailler si tu le souhaites. » Elle a dit, « J'aimerais cela. » Je suis retourné à Richmond en octobre pour une mission chez un client qui durait 3 semaines. L'appartement était toujours là, sous-loué à une étudiante diplômée qui l'avait laissé plus propre que je ne l'avais fait. J'ai séjourné dans une location à court terme près du bureau et j'ai fait de longues heures de la manière concentrée qui était devenue la fondation de l'année, et je descendais à Rodanthe le week-end. La maison sur la plage en automne était différente de la maison sur la plage en été. Plus calme,
Le trafic touristique disparu, la lumière différente, l'eau d'une nuance plus sombre, et le vent qui en venait avec plus de force. Je l'aimais mieux en automne. La version estivale était belle. La version automnale semblait vraie. Margaret a appelé en octobre avec une proposition pour un engagement plus long, un accord de conseil de 12 mois avec un système de soins de santé en transition qui représenterait l'engagement professionnel le plus important que j'avais pris depuis mon départ du cabinet de conseil 3 ans plus tôt. J'ai pris 2 jours pour examiner les conditions. J'ai accepté un mercredi. J'ai appelé Thomas le même jour, j'ai examiné les performances de la société de placement et j'ai discuté de la réaffectation d'une partie vers une deuxième propriété que je surveillais. Une petite maison de ville à Charlottesville qui avait les chiffres que le cadre de Margaret m'avait appris à rechercher. Thomas a dit que les chiffres fonctionnaient. J'ai dit, laisse-moi y réfléchir pendant 30 jours. Il a dit, bien sûr. J'ai raccroché le téléphone, j'ai ouvert le tableur et j'ai ajouté une colonne. 6 mois après la clôture de la maison sur la plage, j'étais assise sur la terrasse, un petit matin de novembre, avec du café et l'océan et le silence particulier d'un jour qui n'a pas encore décidé ce qu'il sera. Mon téléphone avait des messages que je n'avais pas encore lus. Margaret à propos du calendrier de la mission. Thomas à propos de la propriété de Charlottesville. Un message texte de Claire demandant si elle pouvait venir à Rodanthe pour un week-end en décembre. Un appel de ma mère du dimanche que j'avais manqué et que je rappellerai plus tard. Je n'en ai lu aucun pour le moment. Je tenais le café et je regardais l'eau et je pensais à un dîner du dimanche en février et à une réplique prononcée avec un petit rire censé la faire passer pour rien. Au moins, j'ai encore un mari. J'ai pensé au trajet de retour ce soir-là dans le silence, à l'appartement à Richmond et au tableur, et au silence qui avait initialement ressemblé à du vide et qui s'était avéré être le premier espace honnête que j'avais occupé depuis des années. Mon divorce n'avait pas ruiné ma vie. Il avait mis fin à la performance d'une vie et créé de la place pour la vraie. Ce ne sont pas les mêmes choses, et la différence entre elles est primordiale. Voici ce qui s'est passé concrètement. J'ai quitté un mariage qui m'avait coûté plus qu'il ne me rapportait. J'ai emménagé dans un petit appartement, j'ai créé un tableur, j'ai appelé un mentor, j'ai accepté une mission de conseil, puis une autre, puis une autre. Je suis resté assise avec l'argent du règlement pendant 30 jours avant d'y toucher. J'ai fait un investissement, puis un deuxième, et j'ai gardé des dossiers clairs pour les deux. J'ai trouvé une maison sur la plage avec les bons chiffres et la bonne lumière, et je l'ai achetée un jeudi en juin et j'y ai conduit seul un vendredi avec les fenêtres baissées. Ma sœur m'a appelé en pleurant un mardi pour me demander comment j'avais pu me l'offrir. Ma mère s'est excusée de la manière dont les mères s'excusent quand elles finissent par trouver la version honnête de la chose autour de laquelle elles tournaient. Mon père a réparé une planche desserrée dans les escaliers de la terrasse, nous avons déjeuné et parlé de choses réelles. Ma sœur se sépare de son mari et j'apprends ce que signifie être sa sœur plutôt que son point de comparaison. C'est toute l'histoire. Maintenant, voici ce que je veux vous laisser. Les gens qui ont besoin que vous échouiez ne sont pas vos ennemis. Ce sont des gens dont l'évaluation d'eux-mêmes dépend de l'endroit où vous vous placez dans un classement qu'ils ont construit sans votre avis. Lorsque vous cessez de participer au classement, pas bruyamment, pas avec un discours, juste en redirigeant votre énergie vers quelque chose de réel, le classement perd la chose dont il avait besoin pour fonctionner. Vous n'avez pas à annoncer votre départ. Vous avez juste à partir. La deuxième chose concerne la paix. La paix ne rend pas en photo de la même manière que le succès. Elle n'a pas la grammaire visuelle que les médias sociaux ont été construits pour porter. Elle ressemble à une terrasse vide au petit matin, à du café qui se réchauffe dans vos mains, à un tableur avec des chiffres honnêtes et à un téléphone que vous n'avez pas encore vérifié. Certaines personnes ne comprendront votre paix que lorsqu'elle sera accompagnée d'une vue qu'elles reconnaîtront comme chère. Cela concerne leur vocabulaire, pas votre valeur. Construisez la chose de toute façon. La vue est pour vous, pas pour eux. Dites-moi dans les commentaires votre prénom et votre ville. Dites-moi si vous avez déjà eu une pièce pleine de gens attendant que vous vous effondriez et si vous avez décidé de construire quelque chose à la place.